Allez, bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live un petit peu spécial puisque déjà il n'était pas prévu, de deux parce que il fait suite donc aux événements qui ont eu lieu la semaine dernière où, vous l'avez sans doute tous remarqué, le site a été inaccessible pendant à peu près une petite journée, ce qui est plutôt un miracle, mais on va y revenir dessus assez longuement sur ce live parce que voilà, je trouvais qu'il était intéressant, pas revenir uniquement sur les événements, mais pouvoir aussi discuter sur comment chez nous, donc chez 5 euros, on s'organise pour essayer donc de vous proposer toujours le meilleur service et toujours la meilleure accessibilité possible au site, puisqu'on sait que c'est très important bien sûr pour vous les vendeurs qui faisaient une partie de vos revenus ou peut-être même pour certains tous vos revenus sur le site 5 euros. Donc on sait qu'on est très très important pour vous et on en a conscience. Donc c'est aussi important pour vous de comprendre comment on s'organise, comment on gère les choses, qui sont les gens aussi qui gèrent tout ça. Et je pense que la meilleure solution, c'est de les accueillir. Salut Maxime, pardon. Salut Johan. J'espère que vous allez bien. Hello, hello. Très bien. Salut. Salut Guillaume. Déjà merci, Bonjour à tous. merci d'être avec moi puisque je suis pas seul. J'adore recevoir du monde dans ce live. Donc on va revenir sur les événements du 9 au 10 mars, donc l'incendie au data center d'OVH à Strasbourg. Donc juste pour faire une petite intro, vous le voyez sur l'image à l'écran, c'est tout une partie du OVH Cloud de Strasbourg qui est partie en fumée. Donc la partie qu'on appelle numéro 2 qui a été en feu. Elle a été en feu à partir donc dans la nuit du 9 au 10 vers 1h du matin, hein, si mes souvenirs sont bons. Maxime, c'est bien ça? Je l'entends plus. Voilà, ça a peut-être coupé. On a coupé Reims, hein. J'avais mute parce que j'ai un petit rhume depuis cette nuit, donc j'évite C'est gentil, mais de ça vous va. embêter avec mes T'inquiète pas, reniflements. on va pas le choper nous. On est à distance, donc ça va. C'est le principe, tu sais. Et c'est pour ça que j'ai pas mis de masque. Non, ça arrivait vers minuit. En fonction des rumeurs, on a eu des sons de température qui ont démarré vers 23h30, mais bon, l'avenir nous le dira sur les vrais temps, mais effectivement, disons que l'incendie, la disponibilité a démarré vers 2h, entre 1h et Alors, ce 2h. qu'il faut savoir, c'est que les dernières statistiques, hein, je les ai trouvées. Donc, l'OVH Cloud évoque donc 12 à 16 000 clients qui ont été touchés. Donc, bien sûr, on n'est pas les seuls. 3,6 millions de serveurs HTTP représentant 464 000 noms de domaines différents se sont retrouvés hors ligne. Alors, bien sûr, il y a des tout petits noms de domaines. Il y a des plus gros comme nous, comme des sites d'aéroports, des sites de villes, même des sites du gouvernement aussi. Donc, assez nombreux se sont retrouvés hors ligne. Et donc, ça s'est passé donc dans la nuit. Et j'aimerais savoir, Maxime, déjà, quelle a été ta première réaction lorsque tu as appris ce qui se passait? Parce que toi, donc pour que les gens te connaissent pas, hein, tu as créé avec moi 5 euros il y a déjà un sacré paquet d'années puisque c'était en 2012. Avant, tu avais créé videmerde.fr et fmylife.com aussi avec moi dans l'aventure. Et donc, finalement, t'es un petit peu le co-créateur qu'on voit quasiment jamais parce que tu t'occupes de tout ce qui est serveur et parce que tu n'es pas aussi que sur 5 euros. Et donc, ce Maxime Valette là, quand il a découvert que tous ces serveurs étaient inaccessibles, comment t'as réagi? Alors effectivement, ouais, c'est vrai que je suis pas très visible. Je suis dans la cave à brancher les serveurs. Mais remarque que s'ils étaient dans ma cave, ils seraient pas dormir, donc c'était pas plus mal. Non, mais quand je me lève tôt, donc du coup j'ai vu ça assez rapidement. Parce on a des alertes, on a quand même du monitoring mais qui a cramé. Donc du coup c'est un peu le problème. C'est quand on a tout qui crame, c'est sûr qu'on n'est pas forcément prévenu tout de suite, mais bon, vers 5h30 du matin. En fait, ce qui m'avait étonné, c'est que donc j'ai mes monitoring externes qui sont censés se déclencher quand le monitoring interne ne marche pas, donc qui me préviennent. Mais surtout, ce qui était bizarre, c'est que c'était pas un seul site. Effectivement, en général, j'ai un site qui marche pas ou deux,
voilà, des petits bugs ou un WordPress qui se met à jour ou un truc qui rend indisponible et qui en général un petit truc. Mais là, ce qui était étonnant, c'est que quasiment tout était inaccessible. Et donc, en général, quand ça arrive, c'est qu'il y a un vrai gros problème. Et donc, c'est tout. Je me suis levé, je suis allé dans mon bureau qui était à 2 mètres. Donc, ça va, c'est plus facile que d'aller au bureau dans les transports. Mais quand j'y suis allé, j'ai vu. Alors, il n'y avait pas trop d'informations. On avait juste eu un tweet quand même de Octave Klaba, donc du patron, qui disait qu'il y avait un gros incendie, enfin qu'il y avait un incendie, mais il n'y avait pas de photo, il n'y avait rien, donc on savait pas trop. On voyait juste que tout était coupé, quoi, et qu'ils avaient coupé tout Strasbourg. Donc à ce moment-là, j'ai juste essayé de réparer ce que je pouvais réparer avec sur certains sites où en fait on avait très peu de choses qui étaient sur Strasbourg, donc j'ai pu répliquer tout de suite ce qui était récupérable tout de suite. Et après, pour les plus gros dégâts, bah, on a commencé à déjà voir l'ampleur de l'incendie et des problèmes, et on a compris très vite que ça allait pas se résoudre en 2 minutes. Donc, il a fallu mettre un plan, ce qu'on appelle les plans de reprise d'activité, en tout cas les plans DEFCON 0, quoi. C'est quand il n'y a plus rien, il faut voir comment on peut remettre en route tout ce qui est coupé ou tout ce qui est C'est ça. brûlé, Alors on quoi. va y revenir Donc un voilà. petit peu plus loin de toute cette remise en route. Mais donc c'est vrai que la première conséquence, ça a été un peu what the fuck, parce que faut quand même se dire, ce genre d'événement, bah, ça arrive pas tous les jours. Ça arrive quasiment jamais, même heureusement, parce que bon, enfin déjà heureusement parce que c'est un incendie, ça reste du feu autour il y a très peu d'habitations, mais il y a quand même des gens qui travaillaient sur place, donc déjà heureusement que leur vie est pas mise en danger tous les jours, et heureusement il y a eu aucun blessé, aucun incident à déplorer. Et puis moi de tech, je me souviens de 2 dégâts. Une inondation, parce qu'il y a fut un temps où on mettait les serveurs à plat, on était sur des data centers qui étaient très étendus. Et là, il y avait eu des inondations. Bon, voilà, ça peut faire des coupures électriques. Et surtout, tout est coupé automatiquement. Et il y a eu, je pense, un incendie une fois, ou voilà, des problèmes de fumée. Enfin, voilà. Après, des fois, il y a des coupures partielles. Mais un incendie de cette ampleur-là, j'en ai jamais vu en France, en tout cas. Ouais. Bah, c'est vrai que là, il a fallu faire face à l'improbable, et l'improbable peut aussi arriver, même s'il est improbable. Et Johan, donc bah, toi, t'es pas au niveau serveur, hein, donc tu es un cran au-dessus, hein, puisque tu es lead développeur. Donc, ce qui fait que, bah, quelle a été ta première réaction, toi, quand tu as su ce qui se passait, et comment tu l'as appris? Comment je l'ai appris? Bien, en me connectant tout simplement le matin. On s'apprête à boire son petit café du matin et à faire un peu sa R&D pour les 10 premières minutes, le temps de se mettre en route. Et puis en fait, on n'a pas le temps. Et du coup, bah, effectivement, Maxime avait prévenu de toute façon très tôt, vu qu'il est très matinal. Et là, eh ben, il faut mettre en route un peu. On se dit en premier, ben, il faut prévenir les gens en fait. Donc on commence à prévenir les gens, à mettre en place un peu nos moyens de communication qu'on a. Donc ça reste les réseaux sociaux, ça reste notre serveur Discord et le site aussi, l'air de rien, parce que toute la nuit, jusqu'à ce qu'on se mette en place, il n'y avait rien du tout d'accessible sur le site. Donc c'était un peu beaucoup d'étonnement chez les gens. Et on a mis tout simplement mais une page de maintenance qui commence à expliquer un peu ce qui se passe. Et l'air de rien, vu que c'est le point d'accès du site, direct, on voit que le support, il n'y a plus personne qui contacte du support. Si on regarde le support, jusqu'à 9 h du matin, jusqu'à ce qu'on mette une première page en place, On a eu du travail. il y avait beaucoup On a eu de... du travail. Il y a eu des messages. Et après, de 9 h jusqu'à ce qu'on soit en ligne, il n'y a que les robots PayPal et les robots Mago qui nous envoient des messages. Et on ne peut pas vous notifier. Donc, l'air de rien, c'est que direct, on a fait un petit pas vers la communication. Et puis après, je crois que pareil, vers 9 h 15, il y a ma compagne qui rentre dans la pièce et qui me dit: Ah, ben la journée commence bien. Donc, elle est ni vendeuse ni cliente sur le site. Donc, je me dis, on a déjà plutôt bien communiqué. Et effectivement, je pense que très tôt, on a pris les devants. Et voilà, donc la première étape, c'était ça. C'était pas paniquer. De toute façon, il n'y avait pas de panique parce qu'on savait très bien qu'on n'avait rien perdu. Donc, Alors oui, voilà, c'est on est bien par c'est rapport ça, à c'est un ça. gros point, c'est un point important. En fait, quand finalement on s'est rendu compte que bah il n'y avait pas grand-chose à faire, en tout cas avec l'existant, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on a à disposition pour pouvoir se dire quels sont
quelles sont, disons, les bonnes décisions à prendre pour remettre le plus rapidement possible quelque chose en ligne. Donc finalement, Maxime, peut-être que la première des choses, ça a été de faire un état des lieux et de savoir ce qui était dispo et de prendre donc la décision de servir d'un serveur qui était donc finalement disponible ailleurs. Mais ça, on a attendu aussi un petit peu de temps pour savoir ce qu'il en était vraiment chez OVH. Et donc, quelle a été un petit peu disons, la timeline de cette journée jusque finalement à la remise en place d'un site accessible qui a eu lieu, c'était, je crois, vers 18h ou 19h. Alors, c'est vrai que la différence avec d'autres sites ou enfin, d'autres personnes qui peuvent avoir un site sur OVH, c'est que nous, on sait exactement où sont situés les serveurs qu'on a, etc. Donc, quand j'ai vu que c'était Strasbourg qui était coupé, je savais tout de suite que 5 euros était quasiment tout à Strasbourg. Pour une raison historique, c'est qu'on était basé sur une infrastructure qui était disponible que à Strasbourg pendant un temps chez OVH. Donc on est parti de cette plateforme-là pour mettre tout à Strasbourg, pour avoir des délais de latence aussi qui soient les plus réduits possibles entre tous les services qu'on a qui sont liés au site. Parce que nous, pour l'utilisateur, il voit que le site, mais nous, il y a tous les services qui tournent autour aussi, qui en sont dépendants. Et on a la seule machine qu'on avait en dehors enfin les seules machines qu'on a en dehors de Strasbourg, c'est les backups qui sont dans une ville différente par définition. Et puis une autre machine qui nous sert à faire des tests, des tests pour les développeurs pour pouvoir tester en interne avant de déployer sur le site en production. Et donc, quand on a vu l'étendue des dégâts et que ça allait forcément pas revenir dans la journée, parce que s'il y a un incendie, ça veut dire que entre ce qui a brûlé, ce qui a pas brûlé, mais ce qui a été touché, parce qu'en fait le data center d'OVH, toutes les salles sont collées quasiment. Donc il faut forcément tout couper et on peut pas redémarrer un serveur. Enfin, on pourrait redémarrer un seul serveur. On peut redémarrer un serveur 1000 fois. On peut pas redémarrer 1000 serveurs on peut pas redémarrer 1000 serveurs, enfin voilà, on peut pas les redémarrer. Donc du coup, il faut qu'on attende que ça revienne et ça peut mettre des dizaines de jours. Et là, on n'y est pas encore, donc il prévoit de le remettre semaine prochaine et ça peut durer 10-15 jours. Donc on s'est dit, dans ce cas-là, il faut forcément mettre en place une procédure de secours et donc relancer ce qu'il faut relancer en premier. Donc c'est à partir de la fin de la matinée, on s'est dit tous ensemble avec Johan, avec toi, on définit qu'est-ce qu'il faut relancer en premier, le site, sans forcément tous les services dessus, mais en tout cas au moins le site pour que les commandes puissent continuer à tourner, que les vendeurs puissent travailler, etc. Donc on a utilisé la machine qui nous restait pour tout monter dessus, sachant que c'est une machine qui en fait est aussi puissante que la production quasiment, même si la production elle est beaucoup plus puissante parce qu'on essaie de mettre une capacité qui puisse résister à une montée en puissance, etc. Puis on essaie toujours d'être assez large dans nos évaluations de puissance pour livrer la production. Mais la machine qui est aujourd'hui en l'état, elle était quasiment capable d'accueillir tout. Et donc on a commencé à tout réinstaller en début d'après-midi, quoi. Et donc Il y avait... Ouais, vas-y, Johan, je t'en prie. Il y avait un objectif majeur, c'était surtout d'essayer de retourner, d'être de retour au moins en début de soirée que les vendeurs qui avaient leur livraison prévue pour un jour J ou les clients qui attendaient le truc pour la journée du 10 mars, c'est quelque chose, quoi. Donc il nous paraissait important d'être de retour dans la journée. Après, on peut se permettre quand même d'avoir des downs un petit peu de quelques heures. Enfin, c'était ça la grande priorité, c'était que les gens aient leur livraison et puissent livrer, quoi. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, Johan, est-ce que ça a amené des retards ou des problèmes ou des problématiques, puisque tu n'es pas le seul dev, hein, il y a d'autres développeurs derrière. Est-ce que ces développeurs donc sont tributaires de ce serveur ou de ces serveurs de production pour pouvoir travailler? Qu'est-ce qu'ils ont fait finalement pendant cette journée? Alors, par chance, il y en avait un qui avait pris sa journée ce jour-là, donc du coup, lui, ça l'a pas trop impacté. Il a bien senti, hein. Ouais, et après, au niveau de l'équipe dev, quoi qu'il en soit, on travaille tous en local, et ce qu'a expliqué Maxime, c'est qu'on a notre machine, donc la machine de recettage sur laquelle on va faire tester
aux différents utilisateurs en interne les fonctionnalités qu'on est prêt à mettre en ligne, celle-là, du coup, elle est inaccessible. Donc, pendant une journée, elle a été morte et après, maintenant, on est en train de la remettre ailleurs parce que c'est quand même une infrastructure qui n'est pas légère, qui limite pas plus importante, mais plus compliquée à mettre en place que une prod presque. Et à l'heure actuelle, ça pose un problème à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, on n'a pas pris de retard par rapport au développement, ça nous a pas mis au chômage, ça nous a pas impacté à ce niveau-là, quoi. Pour l'instant, c'est juste dans nos habitudes quotidiennes, au niveau de notre façon de travailler, de notre façon de recéter notre produit, qu'on est un peu impacté. Mais le développement continue, il n'y a aucun souci par Voilà, rapport on à a ça. juste pour l'instant bien sûr décalé toutes les mises en production qu'on voulait faire. Là, on sait très bien que il y a les notifications qui doivent arriver. On va voir s'il est possible de le mettre en place la semaine prochaine. Donc, si vous regardez ce live en replay, bah, on espère que les notifications seront déjà là quand vous regardez ce live. Sinon, bah, vous comprendrez qu'il y a un petit peu de retard, que c'est tout à fait normal. Après, c'est vrai que sur le flux de travail habituel, ça n'a pas impacté trop les choses. À part bien sûr aussi pour les modérateurs ou pour l'équipe support, c'est évident qu'on a eu plus de questions, plus de choses à régler, mais c'est tout à fait normal, on est là pour y répondre et c'est tout à fait le but. Peut-être qu'on va passer à la dernière partie, c'est un petit peu donc les leçons à en tirer et aussi bah il y a quand même pas mal de gens qui ont des, que ce soit des sites e-commerce, des petites structures hein, plus petites que nous, mais qui peut-être mettent tous leurs œufs dans le même panier ou en termes de sauvegarde. Il y a peut-être des conseils aussi qu'on peut prodiguer. Déjà, peut-être, Maxime, est-ce que cet événement t'a fait prendre tes décisions sur la façon dont tu gères les serveurs? Ou alors peut-être que tu avais pris déjà quelques bonnes décisions avant, et puis si de toute façon tout est revenu en ligne en moins de 12 heures, c'est que je pense que c'est un petit peu le cas. Bah, on a effectivement le but normalement d'un rôle comme le mien, c'est d'être un peu l'empêcheur de tourner en rond et de toujours lever le doigt quand on va dire bah au fait mais si ça marche plus comment on fait? Et bon alors on passe pour le relou 99% du temps. Et puis il y a le dernier pourcent où on dit bah heureusement qu'il était là ou heureusement qu'il avait prévenu ou machin. Donc voilà. Donc c'est mon métier, c'est de l'astreinte, c'est du monitoring en permanence pour justement éviter que la prod tombe. Donc des fois là on n'a pas eu le choix, mais en fait tous les jours il y a des petits incidents, des petits détails à régler, etc. qui font qu'on voit toujours le site en ligne, mais derrière c'est pas un long fleuve tranquille. Et ça fait partie du métier. Après, sur les leçons, bah, il y a forcément déjà cette partie-là, en fait, qui est qu'on dépendait. On essaye de pas dépendre des machines. Et aujourd'hui, on va essayer de plus dépendre non plus des data centers eux-mêmes, voire des fournisseurs. Parce qu'après, il faut voir aussi en imaginant, parce que là, ce qu'on voit, c'est que le data center donc, a été coupé par mesure de sécurité. Il y a une salle entière qui a cramé, qui est partie dans le cloud. Et on aurait pu potentiellement avoir en fait toute une partie du réseau Internet qui aurait pu être coupée parce qu'il y a aussi OVH, un opérateur télécom aujourd'hui, et qui a fibré une grosse partie des data centers entre eux, et qui fait des liens d'interconnexion, donc qui gère une grosse partie du réseau en France. Donc ils auraient pu aussi très bien dire attention, on a un gros problème de routage, et c'est arrivé, mais ils ont réussi à éviter que ce soit un incident majeur. Et ils auraient pu aussi dire, bah, on va couper toute la liaison OVH, en fait, et dire, on peut couper tous les serveurs OVH, tous les data centers. Donc en fait, on aurait pu aussi dépendre de ça. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire des backups, continuer à en faire encore plus qu'avant, voire encore plus fréquemment, parce qu'on a aussi eu une chance, et je peux le dire maintenant, mais nous, on fait des backups toutes les nuits à 2 heures, et ça a coupé à 2h30. Donc, ce qui fait qu'on a en fait perdu très peu de data. Il n'y a que les 2-3 clients qui ont dû acheter un truc entre 2h et 2h30 du matin, mais qui ont peut-être perdu quelque chose dans nos données. Mais en gros, on a quand même eu de la chance. Ça aurait pu être exactement l'inverse. On aurait pu perdre une journée entière parce qu'on a des backups intermédiaires qu'on aurait pu récupérer, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais les grosses backups se font qu'une fois par journée. Et en fait, on devrait les faire plus souvent, par exemple. Il y a des machines qu'on backup à moitié et qu'on devrait backuper plus. Des choses qu'on
qu'on a installés temporairement, qui sont devenus permanents, voire qui sont essentiels aujourd'hui au site. Par exemple, le blog, qui était à l'origine complètement externe et qui, au fur et à mesure, en fait, a été intégré dans le site et qui aujourd'hui n'était pas spécialement sauvegardé parce que c'était presque un projet externe et qu'on s'est jamais dit un jour, bah tiens, maintenant c'est devenu essentiel à la prod et il faudrait qu'on le mette dans les backups. Donc voilà. Donc c'est ce genre de choses qui seront aujourd'hui systématiques et qu'on fera un peu plus attention aussi à l'avenir de mieux sauvegarder plus régulièrement, etc. Et puis après, on peut aller toujours beaucoup plus loin dans la paranoïa. Enfin, quand je dis paranoïa, c'est au sens presque noble du terme, mais on peut toujours pousser le cran beaucoup plus loin. Après, c'est plus des questions de coûts, de ressources en général, parce que c'est pas que les backups, le monitoring, etc. C'est pas que du coût financier, c'est aussi du coût humain, parce qu'il faut y passer du temps, il faut faire les specs, il faut écrire tous les protocoles de secours, etc. Donc plus on en rajoute et plus on a de la gestion. Oui, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de vendeurs qui se sont dit comment un site aussi important, même que ce soit pour moi ou pour les autres, puisse se retrouver down pendant 12 heures. Est-ce qu'il aurait été possible, par exemple, que ce soit répliqué complètement ailleurs et on va dire un coup d'interrupteur et hop, le site est de nouveau en ligne ailleurs. Donc on nous a posé la question, hein, c'est pourquoi vous faites pas ça? Bah, on peut très bien le faire, mais effectivement, ça coûte 4 fois plus cher, quoi. Parce que c'est pas juste un copier-coller, c'est déjà d'une part un copier-coller des ressources, donc les ressources coûtent 2 fois plus cher, mais c'est surtout mettre en place toute une synchronisation entre les deux sites, on va dire, en tout cas entre les deux villes, par exemple, et donc vérifier que tout est toujours en permanence synchronisé, etc. Parce que le pire, c'est de faire une mauvaise synchronisation parce que, effectivement, alors, s'il y aurait eu un incendie mercredi dernier et le backup se serait mis automatiquement en route, sauf qu'en fait, bah, le backup, on regardait plus parce que ça fait 1 an qu'on l'a installé puis on n'a pas le temps de regarder. Et en fait, on aurait relancé une vieille version avec des mauvaises configurations ou avec des failles ou avec n'importe quoi. Et en fait, ça aurait pu être exactement l'inverse qui pourrait se passer parce que le but, c'est pas d'être le plus rapidement en route, le but, c'est d'être en route de manière sécurisée et fiable et vérifiée. Et en fait, ce qui a mis du temps, c'était pas de copier-coller ou de réinstaller le serveur. Ce qui a mis du temps, c'est de vérifier qu'on avait mis les bonnes configs, de revérifier tout le site, vérifier que tout marche bien comme on l'attend, que les datas sont bien réimportées, etc. Le plus long, c'est pas juste de se dire j'ai mon moteur, j'ai exactement le même à côté. C'est comment ça se comporte sur une infra qui est pas censée être utilisée en production, quoi. Et donc la vraie problématique, elle est là. Après, c'est effectivement du temps et beaucoup de temps, en fait. Donc Là, je propose que pour quelque chose qui arrive une fois tous les 20 ans, c'est pas trop grave. Et puis après, je nous le souhaite qu'on puisse avoir aussi les ressources pour se développer encore plus et améliorer la redondance au fur et à mesure, quoi. sinon on met la commission à 20% et puis c'est bon, hein. On est tranquille, hein. Non, vous inquiétez pas, on le fera jamais. C'est ce que je voulais ajouter, pardon, c'est que effectivement, la question de coût, c'est pas une question de 5 euros et radin, c'est que le coût, ça a un impact sur l'utilisateur final. Et donc, du coup, on est toujours dans cette balance-là, en fait, quand on prend une décision technique, que ce soit pour le moteur de recherche, comme il n'y a pas longtemps, ou pour la gestion, quoi. Là, on se rend compte qu'en fait, on a un système sur lequel on est capable de faire une restauration, avec un coût qui n'impacte pas non plus l'utilisateur final en lui disant bah, votre commission elle passe à 20% parce qu'on est obligé de maintenir des serveurs. Donc non, en fait, il y a toujours cette balance. En fait, il faut peser le pour et le contre et on est quand même dans une situation où on peut restaurer quand même, même quand il y a des trucs énormes qui se passent, comme un datasetter qui brûle, tout en ayant un gros avantage pour l'utilisateur final, c'est-à-dire que ça ne lui coûte pas plus cher, quoi. Donc ça, c'est important aussi à prendre en compte. C'est pas ça n'existe pas de claquer des doigts aussi facilement. Et pour les, alors nous je sais comment on a réagi en interne, hein, c'est que finalement quand on a quelque chose comme ça qui nous tombe sur le coin du nez, bon déjà on est tous restés calmes. D'ailleurs il y a pas mal de personnes dans l'équipe qui se sont dit mais pourquoi vous êtes si calme? Bah déjà parce que de un on avait les backups, donc ce qui était le plus important. Après si on était en ligne dans 2 jours, 3 jours, 4 jours, on avait les backups, donc ça va. Mais après, de notre côté, s'énerver ou s'exciter, bon, ça aurait servi pas à grand chose, à part justement à travailler dans un environnement qui était vraiment pas sain.
Mais pour les plus petites structures, pour les gens qui ont juste un petit site qui est hébergé par exemple sur OVH, je pense que ça leur fait poser des questions déjà sur est-ce que finalement ils font bien les choses, est-ce qu'il faudrait pas qu'ils aillent ailleurs. Bah quand même, on voit hein, avec l'arrivée en force des GAFAM, avec Amazon, AWS et tout ça, quand on voit un incendie chez OVH qui met tant de choses down, on se pose aussi des questions sur quel est l'endroit le plus sain aussi pour que je puisse installer mon site web sans trop de conséquences. Est-ce qu'il y a des conseils à donner finalement pour les plus petites structures qui n'ont pas moi, le conseil principal, c'est de pas faire confiance à son hébergeur, mais c'est pas OVH en particulier, c'est n'importe lequel. En fait, il y a plein de gens qui se sont rendus compte que OVH, c'était pas un fournisseur de services, c'est un fournisseur de serveurs principalement. Et ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que lui, je parle principalement pour ceux qui avaient des serveurs dédiés. En plus, souvent, c'est des conséquences indirectes parce que c'est souvent une agence de com ou quelqu'un qui va installer un site pour quelqu'un sur un serveur et la personne, comme je disais au tout début, elle sait même pas qu'elle est à Strasbourg, elle sait pas qu'elle est chez OVH, elle sait rien. Mais elle sait pas non plus si elle est sauvegardée ou pas. Donc, moi, ce que je dis d'abord, c'est il y a pas de meilleure sauvegarde que les sauvegardes qu'on fait nous-mêmes. Donc, quand on a un petit site style WordPress, etc., bah, il y a plein de plugins sur WordPress qui permettent de faire des sauvegardes et ça coûte rien. On peut même faire des sauvegardes externes maintenant. Je crois qu'il y a des trucs à $1 par mois. Enfin, c'est ridicule, quoi. Pour être sûr d'avoir tout le temps une sauvegarde de son site et de maîtriser la propriété de ses données, etc. On parle beaucoup depuis des années de données personnelles, mais en fait, les données les moins bien sauvegardées, c'est les données professionnelles, parce que les données personnelles, il y a tellement de lois aujourd'hui qui vous protègent quelque part de l'exploitation de vos données, et c'est pas un problème. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui ont leur site internet sur des interfaces, des sites web, des serveurs qui sont pas du tout sécurisés pour ça. Et donc, moi, le premier conseil, c'est si vous avez une entreprise qui dépend d'une manière ou d'une autre d'un site internet, donc si vous êtes n'importe quelle entreprise aujourd'hui, j'ai envie de dire, assurez-vous d'avoir des bonnes sauvegardes et faites-les faire par quelqu'un qui soit indépendant du prestataire qui fait votre site ou qui fait l'hébergement. Parce que celui qui fait l'hébergement ou qui est le prestataire qui a conçu votre site, etc., il sera jamais, il sera tout le temps biaisé parce que lui, il est sûr que ça marche bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de travail en plus à faire. Alors qu'un indépendant qui va avoir un œil externe sur la configuration de votre site, de son hébergement, etc., il saura tout de suite ce qu'il faut faire. Mais après, ça coûte, comme je dis, ça coûte quasiment rien. Donc en plus, c'est un peu comme les assurances où on se dit pourquoi je paye et puis le jour où ça nous arrive, et ben on est content d'avoir payé pendant 5 ans les quelques euros par mois et qu'on nous prend. D'ailleurs, j'en profite pour un petit conseil pour tous les vendeurs qui proposent donc de la création de sites web ou de la gestion de serveurs. Enfin, vous êtes assez nombreux sur 5 euros. L'option donc de créer des backups, de créer des sauvegardes, de proposer des systèmes alternatifs si le site tombe en panne, proposez-leur en option. Enfin, utilisez aussi ça pour rassurer vos clients et pour essayer de vendre des prestations supplémentaires. On n'oublie jamais que c'est assez important et même quand vous livrez un site, n'oubliez pas de le faire aussi au client. C'est une assurance pour lui s'il a accès donc à un système externe qui fait ses sauvegardes pour lui, donc il a rien à faire, mais il a au moins une assurance si jamais c'est nécessaire. Vous, ça vous coûte rien, en tout cas très peu de temps avec les systèmes automatiques qui sont en place. Et pour le client, vous pouvez aussi lui faire payer tout ça, enfin en tout cas l'installation. Voilà. Oui. En plus, on parle juste pour finir, on parle d'incendie. Donc, on a l'impression que ça touche personne parce qu'on dit depuis le début que ça arrive très rarement. Et ça, c'est vrai. Dans ce cas-là, ça arrive très rarement. Et ce qui arrive à beaucoup de gens aujourd'hui et de plus en plus, c'est tout ce qu'on appelle les ransomware, les rançongiciels en français, où vous avez un virus qui va crypter tout votre disque dur et qui va vous dire, si vous me donnez, s'il faut me donner 5 bitcoins ou sinon, je vous rends pas votre disque dur. Et ça arrive quand même très fréquemment. Et donc, ne serait-ce que pour ça, faites des sauvegardes aussi de votre ordinateur régulièrement, etc. Parce que le jour où ça vous arrive, vous direz, c'est tout, j'ai juste à formater, je réinstalle ma sauvegarde et je m'en fiche, quoi. Et moi, je connais plein de boîtes qui ont été obligées de payer pour ça et qui ont payé cher des fois pour récupérer les données, alors que si elles avaient fait un backup et en payant 500 € par an pour tout leur parc d'ordinateurs,
elles n'auraient jamais eu le problème. Donc voilà, je dis ça. On parle d'incendie, on parle de trucs un peu lourds ou professionnels ou des choses qui on se dit ça pourra jamais m'arriver. Mais un virus qui va crypter votre disque dur, aujourd'hui, c'est quand même la majeure partie des problématiques de données en entreprise. Non, c'est vrai. Johan, tu as quelque chose à rajouter peut-être sur tes prises de décision peut-être faites sur l'équipe de dev suite à tout ça, quelques leçons aussi peut-être à en tirer? Les leçons à tirer, c'est un peu plus de doc en interne, parce qu'il y a toujours, vous verrez quand si vous mettez des sites qui ont X années, il y a toujours une techno que vous avez installée, que vous utilisez dans un coin du site et qui a nécessité un petit réglage en fait. Et quand 2 ans plus tard vous devez le réinstaller, ce petit réglage vous en rappelez plus. Donc voilà, c'est faites des docs. On le sait. Enfin, de toute façon, tous les développeurs le savent. Hein, la doc, c'est pas le côté le plus excitant du métier, mais c'est un des côtés qui est vraiment nécessaire, quoi, que ce soit dans le code ou là pour le coup pour une infra, quoi. Voilà. Moi après juste je pense que ce qui a été important, c'est d'avoir communiqué très vite, avoir été transparent avec les utilisateurs et du coup, enfin, j'ai pas eu le ressentiment qu'il y a eu de messages agressifs de qui que ce soit et ça nous a aidé à travailler sereinement derrière et on a avancé très vite et très sereinement et ça, du coup, je vous dis merci. Ça aide à bien travailler. Tu fais un très bon enchaînement puisque je viens de mettre la dernière slide qui est merci pour votre soutien. Voilà, tu vois, même si tu n'avais pas vu les slides, je pense que t'as pas une caméra là, pas loin? En tout cas, ouais, merci à tous parce que vous avez été compréhensifs dans 99,9% des cas, ce qui nous a permis de travailler sereinement, de savoir qu'on était soutenu. Vous avez très bien compris que l'événement était exceptionnel et donc ça aussi, ça nous a aidés. Vous nous avez beaucoup soutenus, vous nous avez envoyé de nombreux messages en nous souhaitant bon courage, en essayant de nous donner un peu de punch pour aller plus vite. Donc merci encore, c'est super d'avoir une communauté comme ça derrière nous, on en est très fiers et en tout cas on va pouvoir reprendre tranquillement, même s'il y a encore quelques petites choses à faire. Sur Discord, vous avez un canal annonce dans lequel on vous prévient régulièrement aussi de ce qui reste à faire sur cette mise à jour. On a des petits problèmes d'emoji, on a toujours pas récupéré le blog, on a toujours pas récupéré le forum. Ça arrivera semaine du 22. Et les notifications, on espère pouvoir les mettre en ligne la semaine prochaine. On va vérifier si tout est possible, sans doute aujourd'hui ou demain. Et si c'est bien possible, on vous dira donc si c'est en ligne la semaine prochaine. Sinon, on sera encore obligé de décaler d'une semaine. Mais c'est pour votre bien. Il n'est pas question de mettre en ligne quelque chose qui puisse refaire planter le site. Bien au contraire, on essaie de faire ce qui est au mieux. Voilà. Merci beaucoup Maxime, merci beaucoup Johan d'avoir été présent. J'espère que vous en avez appris beaucoup aussi sur notre fonctionnement, que ça vous a permis de découvrir Maxime que vous n'aviez pas encore vu. J'espère qu'on le reverra bientôt dans un autre live, peut-être pour d'autres circonstances. Donc je vous souhaite à tous pour des annonces plus sympas quand même, parce que on refera ça sans doute dans l'année avec un truc un peu plus cool. En tout cas, je vous souhaite à tous d'excellentes ventes pour cette semaine et je vous dis à bientôt pour un nouveau live. Salut à tous!